Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que le Rwanda s'est refusé à sombrer dans la sombre histoire et a pensé à bâtir le Rwanda que tout le monde a le désir de visiter. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce jeudi à Kigali Convention Center lors de l'ouverture officielle du 23e sommet mondial sur le voyage et le tourisme. Le vice-président de la République du Burundi, le Prosper Bazombanza, qui est au Rwanda pour participer au 23e sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme, estime qu'un tel rassemblement organisé pour la première fois sur le sol africain permettra de relever les défis. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, déclare que le Rwanda s'est refusé de sombrer dans la sombre histoire et a pensé à bâtir le Rwanda que tout le monde a le désir de visiter. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce jeudi à Kigali Convention Center lors de l'ouverture officielle du 23e sommet mondial sur le voyage et le tourisme qui se tient pour la première fois en Afrique. Kassim Youssouf pour les détails. Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux participants à ce sommet qu'au cours d'environ 30 dernières années, le Rwanda a vécu une sombre histoire amère lorsque la communauté internationale observait de loin et dans la peur ce qui se passait au Rwanda, mais les Rwandais se sont refusés à sombrer dans cette histoire. Le chef de l'État a fait savoir qu'on a pensé à bâtir un pays qui appartient à tous les Rwandais et aussi un pays que tout un chacun à travers le monde désire visiter, tout en considérant le tourisme en tant qu'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale. Every year, we welcome so many visitors. Nous accueillons chaque année un grand nombre de visiteurs qui viennent au Rwanda et jouissent de la beauté naturelle unique pour participer aux événements sportifs ou à participer à des rencontres comme celle-ci. Ceci est un privilège et la confiance que nous ne considérons pas comme une garantie. La conservation est une grande partie de nos stratégies visant à édifier un futur meilleur. Nous nous réjouissons que maintenant le parc national de Nyungwe soit inscrit dans le patrimoine mondial. Nous continuons en outre à investir dans des infrastructures et dans des connaissances permettant d'accueillir des grands événements sportifs tels que le championnat d'Afrique de basketball. Au niveau mondial, l'industrie du tourisme et de voyage s'est concrètement relancée, mais le coût de voyage vers l'Afrique et même en Afrique restait toujours une barrière. And within Africa remains a barrier. La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a fait observer que l'Afrique et le tourisme sont inséparables car c'est un continent riche en sites touristiques et en parcs nationaux, ajoutant que les gouvernements et leurs partenaires devraient déployer davantage d'efforts dans l'exploitation de ce secteur essentiel. Le vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, également présent à l'ouverture de ce sommet, a félicité le Rwanda pour être le premier pays africain à abriter cet événement. Je tiens à féliciter très chaleureusement la République du Rwanda, pays frère, premier pays africain qui aujourd'hui abrite cet événement annuel le plus influent du calendrier des voyages et du tourisme et qui rassemble des milliers d'experts du secteur touristique ainsi que des représentants des gouvernements afin que nous continuions à aligner nos efforts pour soutenir la croissance du secteur du tourisme vers un avenir plus sûr, plus résilient, plus inclusif et plus durable. Et c'est un grand honneur
pour toute l'Afrique, bien entendu. La présidente et directrice générale de cette organisation, Julia Simpson, a révélé que le secteur mondial du voyage et du tourisme fait un retour en force, revenant à la vigueur d'avant la pandémie de 2019. Et à ce propos, le rapport 2023 de WTTC révèle que la part des revenus du tourisme au produit intérieur brut va enregistrer une croissance de 5,1% chaque année entre 2023 et 2033 pour de rentrées de fonds de 15 milliards de dollars, soit 11,6% de l'économie mondiale. Plus de 1000 personnes en provenance de 45 pays sont présentes à Kigali pour le 23e sommet mondial du voyage et le tourisme afin d'examiner les mesures concrètes sur lesquelles s'appuyer pour développer le tourisme durable et évaluer les défis auxquels ce secteur est encore confronté. Merci Kassim. Je vous le disais en titre également, le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, et qui est au Rwanda pour participer justement à ce 23e sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme, estime qu'un tel rassemblement organisé pour la première fois sur le sol africain permettra de relever les défis qui compromettent encore le développement mondial à travers le tourisme. Comme le thème de ce sommet l'indique, construire des ponts vers un avenir durable, ce rendez-vous mondial qui nous a rassemblés ici à Kigali nous permettra de définir et d'affiner des initiatives stratégiques clés pour relever les défis sociaux, continentaux, environnementaux et économiques auquel le secteur du tourisme est confronté vers une prospérité partagée pour la communauté mondiale. C'est un excellent cadre approprié à nous les dirigeants et responsables du monde entier impliqués dans le secteur du tourisme d'échanger sur les priorités et préoccupations afin d'identifier les opportunités de soutien mutuel et d'opposer les bases d'un partenariat public-privé plus approfondi en matière de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet du voyage et du tourisme vient au moment où le Burundi s'est absolument engagé à soutenir toutes les initiatives qui visent à accroître l'industrie du tourisme dans les lignes tracées par la vision du Burundi, qui est la suivante: 2040 pays émergents et 2060 pays développés. Nous avons une forte conviction que ce rendez-vous mondial contribuera énormément à promouvoir nos nombreuses attractions touristiques sur les marchés régionaux et internationaux. Ayant conscience de l'importance du secteur du tourisme pour les économies nationales des États, il est impérieux d'établir la coopération dans le secteur du tourisme. Cependant, force est de constater que le potentiel touristique de quelques États reste largement inexploité. En outre, de synergies fondées sur de diverses initiatives telles que la promotion conjointe du tourisme, la standardisation de nos services touristiques et la gestion des ressources touristiques nous aideront tous à exploiter au mieux les potentialités du secteur touristique de nos pays. À cet égard, j'aimerais exprimer mes gratitudes et mes compliments à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, et à son gouvernement, aux ministres et représentants des gouvernements, aux parlementaires, aux ambassadeurs, aux membres des organisations internationales, aux opérateurs économiques, aux sociétés du secteur privé opérant dans le secteur du tourisme, aux conférenciers et à tout participant présent ici. Cette rencontre nous permettra tous de voir où nous en sommes, où les autres en sont et vers où nous voulons progresser pour le développement
d'un tourisme durable. Promouvoir le tourisme est un pari qui exige la protection et la sauvegarde de la biodiversité. Je vous propose de suivre les réalisations du Rwanda dans ce domaine, notamment la forêt naturelle de Gishwati, à l'ouest du Rwanda. C'est avec notre confrère Jean-Pierre Kagabo. La restauration de la forêt naturelle de Gishwati est l'un des défis du gouvernement du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a eu des répercussions sur cette même forêt après donc, le génocide. Je suis joint avec Teresfor Ngoga, un des conservateurs au sein du RDB, Office rwandais de développement. Où est-ce qu'on en est avec la restauration de cette forêt naturelle? Je vous dirais que la restauration est un programme continu. La superficie s'est dégradée jusqu'à ce que dans les années 70, on n'avait plus que 28 000 hectares. Et un programme du gouvernement a converti une partie de la forêt de ce temps-là, de la forêt naturelle. Une partie a été convertie en pâturage, une autre partie en forêt plantée avec des espèces exotiques, de façon que au début du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, on n'avait plus que 10 000 hectares de forêt naturelle. Mais cette forêt naturelle a été trop dégradée, envahie durant la période du génocide, de façon que après le génocide, on n'avait plus que 600 hectares de forêt naturelle. Et par après, on commençait des projets de restauration. On a eu le projet PAFOR, par exemple. Après, on a eu un projet de conservation de la zone de Gishwati. Et on est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Gishwati Mukura comme parc national en 2016. Et c'est un exercice qui continue parce qu'on a encore des espèces exotiques à enlever de la forêt. Effectivement, quelle est la contribution de ce parc en ce qui est la promotion du tourisme au Rwanda? On sait qu'en tout cas, le Rwanda a mis beaucoup d'accent sur la promotion du tourisme. Le parc national de Gishwati Mukura est à cheval entre le parc national des volcans et le parc national de Nyungwe. Il est sur la zone de la lisière du parc, du lac Kivu. Et c'est une zone. Oui, c'est une zone touristique, hautement touristique. Et donc, on attend beaucoup de ce parc en termes de tourisme, qui a l'unicité d'avoir des chimpanzés, par exemple. On a des chimpanzés au Rwanda que dans la forêt de Gishwati et dans le parc national de Nyungwe. On a d'autres espèces. On a des espèces floristiques qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, le nom de Gishwati est donné par une espèce d'arbre appelé Umushwati. Tout comme on a aussi des espèces qui donnent le nom de la zone où on est, de Kayove, des espèces exactement. Donc, c'est juste un exemple, mais les gens pourront visiter le parc. La population avoisinante a déjà commencé à sentir l'existence du parc parce que les communautés avoisinant le parc bénéficient déjà du programme de partage des recettes du tourisme. Alors, vu les avancées enregistrées jusqu'à présent, quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est donc d'achever la restauration du parc qui en est maintenant à un peu plus de 80%. Et on est en train de récupérer la zone tampon et puis
on devra la mettre en valeur, bien sûr, pour qu'elle bénéficie en même temps le parc et les communautés avoisinantes. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens à la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Et c'est un élément aussi important à noter, surtout le jour où on est ici, c'est le jour où nous fêtons la journée mondiale des réserves de biosphère. Et c'est à propos que nous avons choisi de célébrer cette journée ici dans la réserve de biosphère de Gishwati-Mukura. Merci Télésphore. On ne peut pas parler du développement durable sans toutefois parler de la conservation. On regarde ici le poumon, Gishwati vraiment entre dans ce cadre. Je vous propose alors de suivre nos programmes. Sinon, je suis Jean-Pierre Kagabo, ici à Gishwati, à l'ouest du pays. Merci Jean-Pierre Kagabo. Nous continuons à suivre la grande édition sur Rwanda TV. La diaspora congolaise au Rwanda se félicite d'une parfaite intégration dont elle jouit au Rwanda malgré les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Elle invite les populations de la sous-région à lutter contre le discours de la haine propagé par les mauvais politiciens. Jean Damascène Manishimwe pour les détails. La petite barrière, une frontière séparant les villes de Goma en République démocratique du Congo et de Gisenyi au Rwanda, l'une des plus utilisées dans le monde. Avant la pandémie de Covid-19 et la détérioration des relations entre le Rwanda et la RDC, on estimait à plus de 55 000 les passages journaliers de part et d'autre. Cependant, depuis la reprise de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ces mouvements se sont réduits et de nombreux Rwandais qui traversaient la frontière pour faire des affaires à Goma n'osaient plus faire des déplacements, craignant pour leur sécurité. Par contre, les Congolais vivant au Rwanda se félicitent de leur pleine intégration dans la société rwandaise, comme l'indique le président de la diaspora congolaise au Rwanda. L'intégration de Congolais au Rwanda, j'ai toujours dit, c'est pas la première fois. Elle est bonne, elle est parfaite. Elle est bonne, elle est parfaite dès lors que nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas discriminés. L'intégration est tout à fait bonne. Chacun fait son travail. Le président de la diaspora congolaise au Rwanda lance un appel aux populations de la sous-région pour lutter contre les discours de haine prônés par ceux qu'il appelle des mauvais politiciens. Nous sommes sur les réseaux sociaux, dans les médias, nous voyons, c'est vrai, le message de haine. C'est devenu, je dirais, la mère des batailles de politique pour assouvir leur soif. C'est devenu le cheval de bataille de beaucoup de politiciens en fait, dans la région pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils veulent. Et là, le seul message que j'ai toujours passé, c'est celui que je vais encore dire, c'est-à-dire j'interpelle beaucoup plus la population en disant que, ou les peuples, parce qu'il n'y a pas une seule population, c'est beaucoup de populations. Il y a les Ougandais, il y a les Burundais, les Tanzaniens, il y a les Rwandais, il y a les Congolais. Je veux dire que ces politiciens, ils sont passagers. Nombreux d'entre eux, ils nous ont rencontrés et ils vont passer. Le message que moi je passe, il ne faudra pas que les gens tombent dans ce piège-là. Nous sommes frères. Ce sont les limites qui se perdent au pays. Mais en soi, nous sommes frères, nous parlons des mêmes langues. Je condamne avec fermeté ces messages de haine. Et ça, c'est ma lutte. Ça, c'est la lutte de la diaspora congolaise du Rwanda. Lutter contre les messages de haine dont beaucoup de politiciens en font cheval de bataille aujourd'hui. La diaspora congolaise au Rwanda craint que le climat de méfiance dans la sous-région ne nuise au développement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous voyez, la communauté de l'Afrique de l'Est est en train de jouer son rôle. Aujourd'hui, elle s'est mise en zone tampon entre, de l'autre côté, le FARDC et ses alliés, de l'autre côté, il y a le M23. Mais aujourd'hui,
quand nous regardons comment les choses avancent sur terrain, quand nous entendons les accusations des uns des autres, nous sommes en train de voir que l'EAC est en train de perdre ses racines. Et nous craignons fort que cette communauté puisse tenir encore fort. Parce que déjà, il y a des trahisons au sein des pays même membres à cause des intérêts évidemment égoïstes. C'est que je peux leur dire, ils ont bien commencé. Il faudra que cette communauté retourne en fait dans le cadre du processus de Nairobi, dans le cadre des accords de Luanda, et qu'elle puisse pleinement jouer son rôle plutôt qu'aller tel qu'ils sont en train d'aller là aujourd'hui. L'amélioration des relations entre les pays de la sous-région pourrait permettre à l'organisation sous-régionale de mener à bonne fin les différents projets de développement et d'intégration qu'elle s'était assignés. Les chercheurs dans le domaine social estiment qu'il faut redoubler d'efforts pour lutter contre l'idéologie du génocide en faisant une attention particulière aux jeunes car ils constituent une catégorie la plus sensible de la population. C'est en tout cas le point de vue du professeur agréé Shaka Mugabe qui s'est entretenu avec la télévision rwandaise. Oui, je disais que l'idéologie du génocide est un poison dans la mesure où elle est détruite et elle n'a pas à être comptée en termes de chiffres comme on a tendance à le faire aujourd'hui. On a tendance à dire ils sont moins de 4%, ils sont moins de ceci. Mais est-ce qu'un poison, ça se compte? Non. Nous devons considérer qu'un poison est un poison. Il suffit qu'une quelconque quantité soit versée dans le domaine public pour intoxiquer toute une population. Donc, à mon avis, l'idéologie du génocide est un poison dans la mesure où elle peut commencer par 1, 2, 3, 10, 20, 50 personnes et ensuite gagner des milliers de personnes dans une très petite période, comme nous l'avons d'ailleurs déjà vu. Avec l'accès aux médias sociaux comme on les appelle, on ne sait pas combien de gens sont à mesure de suivre ce qui se dit, ce qui se propage comme idéologie. Il faut donc initier, mettre en place des mesures destinées à résister à l'idéologie et à transmettre des messages de cohésion, à lutter contre le discours de la haine, mais aussi à construire les capacités chez les plus jeunes. J'insiste beaucoup chez les plus jeunes dans la mesure où j'ai l'impression que la seule source à laquelle ils ont accès, c'est sur les médias sociaux. Donc ils ne lisent pas les livres. Tout ce qui se propage à travers les médias sociaux, c'est propre pour parole d'évangile. Et ils n'ont pas d'esprit critique pour rejeter, résister. Donc ce qui nous expose davantage. Donc il faut absolument garder ce contact avec les jeunes gens, d'autant plus qu'il n'y a pas d'espace de dialogue comme le montre la recherche dans le cadre de leurs familles respectives. La recherche nous montre que tout ce qui a trait au génocide est considéré comme sensible et que donc très peu de parents ont le courage d'aborder ces thèmes et de les discuter avec leurs enfants. Donc ces espaces, un espace comme celui-ci, qui attire les parents, les jeunes, doivent être privilégiés et multipliés pour atteindre le plus grand nombre de la jeunesse au niveau national, mais aussi au-delà des frontières. Donc, le rôle de la recherche, traditionnellement, c'est de produire les connaissances, les stratégies qui puissent permettre à ceux qui ont la charge de gouverner, d'élaborer les politiques publiques, de les adapter, de répondre aux besoins du moment, de s'adresser aux problèmes qui sont identifiés et d'améliorer les mesures qui ne produisent pas des résultats positifs ou des résultats escomptés. Voilà, donc si vous avez suivi
ma présentation, je me suis souvent référé aux études qui ont été réalisées. Et c'est à partir de ces études-là que les politiques publiques en matière de réconciliation, de la construction de l'unité nationale, de la promotion de la cohésion sociale ont été révisées et adaptées en fonction du contexte, dans la manière où le contexte évolue, et donc les politiques doivent aussi évoluer. Merci beaucoup. Et avant de finir, les membres du Parlement des deux chambres ont demandé à l'Office rwandais de la gouvernance RGB en sigle d'aider les institutions publiques et privées à améliorer la coopération entre elles et à élever les normes de gouvernance et de prestation de services à un niveau satisfaisant. Un récit de Patrick Nilidandi. Après avoir été informé du rapport d'activité pour l'année 2022 et 2023 et du plan d'action pour l'année 2023-2024 de l'Office rwandais de la gouvernance, les membres des deux chambres du Parlement ont invité la responsable numéro 1 de cette institution, Dr Usta Kayitesi, à apporter quelques éclaircissements sur certains points liés à l'octroi des services entre différentes institutions. Cette dernière a expliqué notamment qu'il existait encore un écart entre l'octroi des services fonciers et des constructions et dans l'interaction des agences intergouvernementales entre elles, ainsi qu'entre elles et d'autres, y compris le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Il est à remarquer que certaines informations données ne sont pas exactes et certaines personnes qui partagent ces informations doutent elles-mêmes de la véracité, de la clarté de ces informations. Au fait, toutes les institutions devraient se compléter en termes de partage d'informations. Et puis, nous avons constaté que la plupart des réunions se préparent dans l'improvisation, ce qui diminue leur efficacité. Et même les participants obtiennent des informations avec un délai qui n'est pas raisonnable, leur permettant de se préparer en conséquence. Les conclusions et recommandations des réunions sont aussi partagées assez tard aux concernés, et ces recommandations ne sont même pas mises en application. En particulier, il y a le programme ECD. Nous avons visité tous les districts concernés et nous avons constaté que rien n'a été fait au niveau des comités. Et même, les responsables ne suivent même pas leur mise en pratique. Certains parlementaires et sénateurs ont déclaré que le progrès réalisé dans l'amélioration de la gouvernance, des initiatives de services et de la coopération interinstitutionnelle sont insuffisants par rapport aux grandes orientations que le Rwanda s'est données, notamment la transparence et la construction d'institutions basées sur le souhait et les opinions du peuple. Les députés et sénateurs ont reçu ces rapports du niveau de gestion qui continuera à être examiné dans les commissions compétentes avant que des décisions ne soient prises. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.